Bonsoir, bonjour, il est 22h chez vous, il est 13h chez nous. Bienvenue à Las Vegas, nous sommes en direct du CES 2016 pour cette troisième quotidienne du CES sur Watch TV avec nos partenaires du Figaro.fr et du JDN. On est très heureux de vous retrouver pour une émission encore très riche dont voici un aperçu dans quelques instants. Eric Novell, le directeur général de Panasonic France, sera avec nous. Panasonic qui a engagé une forme de transformation aussi à sa façon, on va le voir, notamment avec Elsa. Les startups de la French Tech aussi représentées dans cette émission comme tous les jours avec Seven Hugs et sa télécommande universelle intelligente. Insensi avec Ilan Abeacera, un Français expatrié à New York, qui nous racontera son aventure et sa nouvelle aventure avec Illy. Et puis on terminera l'émission avec Sony la 4K, de nouveaux écrans et puis le son haute résolution qui est l'une des tendances aussi de ce début d'année. Évidemment, ne manquez pas tout à l'heure Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, invité exceptionnel sur ce plateau ici de Watch TV au CES 2016 à Las Vegas. Bonjour Alexandre Lenoir. Bonjour Benjamin. Watch TV, bonjour Elsa Bambaron. Bonjour Benjamin. Le Figaro et bonjour à notre premier invité que je te laisse présenter, Alexandre. Xavier Benoît, porte-parole d'Audi France, est avec nous. Merci d'être là, Xavier. Bonjour. Alors Xavier, ensemble on va parler évidemment d'automobile, de futur de l'automobile, mais pas forcément de futur très éloigné. Hein. On a vu sur votre stand un nouveau cockpit assez intéressant avec un tableau de bord, je cherche mes mots, virtuel, que vous appelez virtual dashboard. C'est décalage horaire, Alexandre. Non, c'est parce que je cherchais à traduire dashboard bêtement. Donc le tableau de bord virtuel. Des nouveautés au niveau de l'éclairage assez intéressantes puisque vous présentez également le premier feu arrière OLED. L'OLED, c'est une technologie qu'on trouve dans les écrans de smartphones, de télévision. Aujourd'hui arrive donc dans les feux arrière. Et puis également des nouvelles interfaces homme-machine, notamment une interface gestuelle que vous avez décidé non pas de mettre à l'avant mais à l'arrière. On va parler un peu de tout ça. Pour commencer, on va parler un petit peu de véhicules autonomes parce que moi j'ai l'impression que les constructeurs, cette année, marquent une espèce de temps d'arrêt, de temps de réflexion, appelons ça comme on veut. On a été habitué par le passé à une débauche de démonstration, même chez vous, chez Audi, chez Mercedes, chez pas mal de constructeurs. Et cette année, voilà, il y a un petit temps d'arrêt là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je ne parlerai pas de temps d'arrêt. Je pense que les grandes annonces ont été faites il y a quelques années quand on a annoncé qu'on tendrait vers la voiture autonome assez rapidement. On a fait depuis 2010 chez Audi de nombreuses démonstrations progressives pour montrer les compétences et pour les développer surtout. Et l'année dernière, au moment du CES, il y a un an exactement, on a des voitures qui ont roulé entre Stanford et Las Vegas, 900 km en full autonomie. Voilà, les démonstrations, elles ont été faites. Donc aujourd'hui, ce temps d'attente, c'est plutôt le temps de travail pour mettre les choses en production. Et on a annoncé déjà chez Audi une première fonction pilotée, donc une fonction autonome dans certaines circonstances, en l'occurrence à relativement faible vitesse, en dessous de 60 km/h. Et ça arrivera avec le remplacement de notre limousine A8 dans moins de 2 ans. Donc on n'est pas vraiment en termes d'attentisme, c'est pas le mot. On est en train de travailler très activement pour rendre ça concret. Alors, il va falloir que vous montiez un tout petit peu votre voix, Xavier, parce que avec la foule qui est ici au CES, pour qu'on vous entende. Alors Alexandre vous a entendu, moi à peine. D'accord. Donc on compte sur vous pour. Moi j'aurais quand même une question. Ça veut dire que c'est ce que tu disais, c'est que les constructeurs rétropédalent et on passe dans une espèce de phase de pédagogie. C'est-à-dire qu'après démontrer qu'on pouvait faire le plus, maintenant on va aller démontrer au public qu'on peut faire le moins et rentrer dans une phase d'apprentissage où oui vous pourrez vous asseoir derrière un volant en lâchant les mains, regardez, mais pour le moment on le fait en dessous de 60 km/h parce que ça fait quand même un peu moins peur. Alors, chez Audi, on a toujours expliqué la voiture autonome de 2 manières. Le terme autonome, en anglais autonomous, c'est véritablement la voiture autonome 100%. Vous quittez votre maison le matin, la voiture vous emmène à votre bureau et vous ne touchez pas du tout les commandes, à aucun moment. Ça, c'est la voiture autonome. On a, nous, toujours prôné une transition par étapes vers cette voiture autonome et je pense qu'en fait, nos concurrents sont en train aussi de revenir vers ces différentes étapes. Et les étapes, ça
va passer par, tout d'abord, des fonctions pilotées dans les bouchons. Très certainement, la deuxième étape, ça sera des fonctions pilotées sur autoroute, pour ensuite tendre vers une voiture 100% autonome. Mais pour la voiture 100% autonome, il y a vraiment beaucoup de choses à résoudre qui vont au-delà de la technique, de ce que les constructeurs sont capables de faire. Il va falloir résoudre le problème de la discussion des voitures entre elles, donc de la connectivité des voitures entre elles pour qu'elles puissent échanger sur leur position. Il va falloir également résoudre le problème des infrastructures, pouvoir avoir des infrastructures qui communiquent avec les voitures, par exemple les feux de signalisation. Et donc tout ça prend du temps. Et puis la dernière chose à résoudre, c'est aussi le problème législatif. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Oui. Le conducteur, en Europe, la Convention de Vienne qui régit le trafic, le conducteur doit avoir les mains sur le volant en permanence. Donc il faut aussi faire évoluer les choses. Alexandre, je sais qu'on a des images, je voudrais bien qu'on voit des images d'Audi et de ces technologies que tu as évoquées dès le départ. Alors avant de passer sur les sujets suivants, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir et qui concerne évidemment la conduite autonome, c'est le rachat par Audi, BMW et Mercedes de HERE, la société de cartographie qui auparavant était à Nokia. C'est important de maîtriser la cartographie pour l'autonomie évidemment, mais qu'est-ce que vous entendez faire avec cette société demain ? Exactement. Alors, effectivement, c'est fondamental et c'est la raison première de la création de ce conglomérat avec nos concurrents allemands pour racheter HERE. L'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de maîtriser la cartographie pour que des voitures autonomes dans le futur soient positionnées au centimètre et avec une cartographie à jour en permanence. Et donc, en fait, on n'a aucune velléité chez Audi, BMW ou Mercedes de garder ça pour nous. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à être collaboratif. C'est ouvert pour tous nos concurrents. On a déjà des concurrents qui travaillent avec cette société, qui vont continuer, et la société garde son indépendance. Alors on va aborder les sujets dont on a parlé. Alors notamment on va commencer par ce virtual dashboard. Je ne sais pas si on va pouvoir l'envoyer à l'image. C'est le futur très proche du tableau de bord chez Audi. Voilà. On connaissait le virtual cockpit avec l'instrumentation derrière le volant qui était remplacée par un écran, comme on voit ici. Un écran digital. Et maintenant, on rajoute à nouveau des écrans sur le tableau de bord pour remplacer toutes les commandes qu'on a habituellement de chauffage, de climatisation, de confort et également de multimédia, c'est ça ? Voilà, en fait on va passer, on a été les premiers à introduire en 2014 sur le TT le Virtual Cockpit qui est un écran en fait qui remplace le combiné d'instruments. Qui avait été présenté ici à Las Vegas en avant-première. Et donc sur le concept qu'on présente cette fois, c'est une extension en fait du Virtual Cockpit qui va se transformer en Virtual Dashboard, donc où les écrans vont s'étendre sur le reste de l'habitacle. Il y a plusieurs raisons à ça en fait. C'est qu'on vient de parler de voitures qui vont tendre vers l'autonomie. On peut imaginer aussi un changement de comportement des conducteurs pendant ces phases d'autonomie dans les bouchons par exemple. Et donc le conducteur il va avoir besoin d'un grand écran tactile pour pouvoir interagir notamment avec son téléphone, pour pouvoir commander, lire ses emails sur l'écran de la voiture pour que la voiture puisse en permanence être capable de lui apporter des informations et de lui dire vous devez reprendre le volant. Si le conducteur est sur son téléphone, il ne verra pas le message. Donc on va emmener l'activité j'allais dire de loisir pendant les phases d'autonomie sur ces écrans-là, d'où la nécessité d'augmenter la taille des écrans. Et puis après, il y a aussi un aspect design et de modernité. Alors il y a un item sur lequel Audi communique beaucoup depuis des années, c'est l'éclairage, la signature lumineuse à l'avant et à l'arrière. Alors là, à l'arrière, cette année, vous présentez pour la première fois des feux OLED. On les voit là, Alex. Qu'on voit ici à l'image. Voilà. Et alors, on les a vus très furtivement, mais c'est l'intérêt de ça, c'est que ça permet de dessiner un petit peu la forme qu'on veut dans les feux, c'est ça. Mais alors, ce qui m'intéresse là, c'est ce qu'on voit à l'avant. On connaissait les feux matriciels à LED. Là, c'est un nouveau feu matriciel laser, c'est ça ? Alors, est-ce qu'on peut revoir l'image peut-être ? On a effectivement chez Audi toujours décidé de présenter des choses qui allaient arriver de manière assez concrète et assez rapide. Vous parliez des feux arrière OLED, c'est quelque chose dont on a parlé pour la première fois en 2010 et cette année au CES, on confirme l'arrivée dès 2016 en série sur un modèle de la gamme. On voit l'image. Et donc là, on est sur des feux. Ouais. On est en train de développer un projecteur très bien. Matrix laser, vous voyez. Très bien, encore mieux. Et ce projecteur
projecteur matrix laser, en fait, c'est le bénéfice à la fois d'un éclairage matriciel qui permet de dessiner en gros exactement de manière très précise le faisceau des phares pour profiter d'une portée maximum, et des bénéfices de l'éclairage laser qui a une portée double par rapport à l'éclairage LED classique. En gros, en fait, un éclairage de 300 mètres pour un éclairage LED, vous passez à 600 mètres avec du laser. En fait, c'est un petit peu un rétroprojecteur finalement. On dessine une image exactement. Sur un écran. Alors là, c'est pas sur un écran, c'est sur la route. Mais exactement. Et pour l'illustrer, c'est ce que vous avez vu à l'écran. Le projecteur sera tellement fin qu'il sera capable même d'écrire des lettres. Ouais. Mais plus pratiquement, on sera capable de dessiner, par exemple, pour indiquer à un piéton sur le bord de la route qu'il peut traverser, on pourra dessiner avec le faisceau de phare un passage piéton devant lui avec un mouvement de lumière qui indiquera à la personne qu'on l'a vu et qu'elle peut passer. Les phares aussi seront capables d'identifier un piéton, un animal dans le noir au bord de la route et de l'éclairer spécifiquement pour que le conducteur le voit. Xavier Benoît, on pose la même question à tous les constructeurs qui passent dans cette quotidienne en direct depuis Las Vegas. Quelle est l'importance de ce CES qui n'est pas un salon automobile, il faut quand même le rappeler, hein. Or, vous êtes quasiment tous là et pas de manière anecdotique. Non, alors les racines d'Audi, c'est la technique. C'est notre slogan en allemand, Vorsprung durch Technik, ça veut dire l'avance par la technologie. Et c'est un salon qui a été identifié par Audi il y a déjà 6 ans, c'est notre 6e participation. Il y a 6 ans, on était la seule marque premium présente. Effectivement, depuis, on a fait des émules, on va dire. C'est impressionnant même. Et ça permet de parler d'automobile sous d'autres angles. Avec Détroit, le salon de Détroit qui est la semaine prochaine. Et le salon de Détroit qui commence lundi prochain, exactement. Donc comment est-ce que vous gérez la répartition des annonces entre le CES et Détroit ? On va plaindre nos confrères qui sont à Détroit parce que comme toutes les nouveautés ont eu lieu ici, ils vont plus rien avoir à se mettre sous la dent. Mais le salon, le CES a tendance à voler certaines fois un petit peu la vedette. Ouais, tout à fait. L'année dernière, on avait présenté l'intérieur du nouvel Audi Q7 au CES et 2 jours après, on révélait la voiture complète en entier à Détroit. Merci Xavier d'être venu nous voir. Alors, on va vous laisser repartir à Paris parce que je crois que vous avez un avion qui va pas tarder. Bon retour et à très bientôt. Merci Xavier, on vous laisse partir, reposer le micro, et pendant que vous quittez le plateau de Watch TV ici au CES, Watch TV en partenariat avec lefigaro.fr et JDN, on va accueillir le grand patron de Panasonic France, Eric Novell, qui prend place à côté de nous ici sur ce plateau dans le Convention Center de Las Vegas. Ce n'est que l'un des gigantesques halls qui accueille le CES. On va rappeler que le CES, il est éparpillé à travers tout Las Vegas, au centre de convention qui est l'équivalent de la porte de Versailles, mais aussi dans tous les palaces qui ont eux-mêmes des halls. Eric Novell, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, toujours en direct de Las Vegas. Merci de m'accueillir. Vous connaissez le CES depuis des années ? C'est mon 17e d'affilée là maintenant. Vous êtes à 3 CES de la médaille ou de la montre, je ne sais pas. J'ai globalement essayé tous les hôtels. Donc vous êtes l'un des acteurs emblématiques de l'électronique grand public, groupe japonais qui a des activités très diverses. Elsa, tu ne me démentiras pas, le stand Panasonic cette année, il est très différent des années précédentes. Il est radicalement des années différentes. C'est-à-dire qu'on a été habitué à avoir un stand Panasonic sur lequel il y avait des télés partout, ce qui était le cas sur tous les stands des grands constructeurs. Et cette année, c'est une petite cabane en bois, façon c'est une grosse maison en bois façon maison américaine avec des chiens assis. Et il y a une télé sur le stand, je le dis avant qu'Eric le dise, et elle est transparente. Donc ça marche quand même un changement stratégique. C'est-à-dire on est moins dans la télé et par contre on est à fond dans l'objet connecté avec un tout connecté. Alors tu dis en bois, c'est plutôt en brique là, mais bon. Non, le truc extérieur c'est du bois et alors une superbe collection de blenders et d'électroménagers qui est vraiment le gros axe, à part les trucs un peu moins glamour qui sont le stockage d'énergie. Sur la place de la télé, Eric Novell. La place de la télé, c'est simple. Il y a vraiment une évolution dans le CES, alors chez Panasonic et dans les marques en général. Avec l'explosion des écrans plats, on exposait toutes les gammes de produits, du plus simple jusqu'au plus premium. Et aujourd'hui, on pense que c'est plutôt l'intégration de l'écran, soit dans la maison, soit dans le véhicule, soit dans les avions, puisqu'on montre aujourd'hui la place de l'écran dans les avions, plutôt que d'avoir vraiment une montée en gamme classique. Donc on essaye d'intégrer les écrans, c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule télé, on montre le meilleur de la technologie, et derrière c'est décliné
à l'intérieur de chez soi. Mais vous êtes quand même des petits cachotiers, parce que si j'ai bien compris, il y a quand même des nouvelles télés qui sont planquées quelque part et les journalistes peuvent pas les voir. Alors on a un deuxième stand pour nos chers distributeurs, où là on fait un développement de gamme, puisque c'est aussi ce qui fait notre business. Mais pourquoi ne pas les montrer à tout le monde, ces écrans? Pour l'audience qui visite le CES, globalement, même quand on avait des gammes de produits très larges et qu'on les montrait, les gens s'arrêtaient uniquement sur le produit premium, qui a tout, la plus belle image, les plus beaux concepts, et globalement les produits entrée de gamme, c'était pas très intéressant. Donc plutôt que de faire ça, on a intégré l'écran, le meilleur dans une pièce, et puis derrière on tourne autour de la maison connectée. C'est quoi votre activité principale aujourd'hui, et qu'est-ce que vous montrez en priorité ici à Vegas lors de ce CES? Je crois que l'objectif de Vegas, c'est plutôt comment on intègre l'ensemble des technologies. On est ici au milieu de stands. Chaque stand propose des technologies différentes et Panasonic essaye de les intégrer. Alors, sur 3 différents thèmes, la maison, l'avion et l'automobile. Sur l'avion, vous êtes un petit peu un cas à part au moins. Oui, c'est plutôt comment démontrer la technologie à l'intérieur des cockpits d'avion. Donc on a l'écran bien entendu, on a le contenu, on est en train de développer des caméras 4K pour pouvoir filmer l'atterrissage et le décollage, pour pouvoir aussi apporter quelque chose d'autre aux voyageurs dans les avions. À l'intérieur de la maison... C'est pas pour le pilote, c'est pour les voyageurs. Si vous pouvez faire quelque chose pour les écrans des passagers, ça serait pas mal. Ouais. et c'est un point important justement, c'est que le consommateur est habitué à avoir un écran de 55 pouces chez lui avec de l'Ultra HD, et il se retrouve dans un avion avec un écran de 7 pouces et une qualité très médiocre. Donc on est en train de faire évoluer tout ça très rapidement, et pour le confort du passager. La télé quand même, je voudrais juste y revenir une seconde. On parle beaucoup de ces technologies qui sont arrivées, dont on a beaucoup commencé à parler il y a quelques mois, notamment le HDR. La 4K, je vous en parle même pas. Vous êtes évidemment passé à l'ultra haute définition. Vous montriez, si je ne me trompe pas, à l'IFA à Berlin au mois de septembre, votre premier écran OLED. Oui. Où est-ce qu'on en est de sa commercialisation? Alors, il a été commercialisé pour l'Europe depuis le deuxième semaine de novembre, oui, avec un succès important, puisque c'est un produit très très premium, puisqu'on le vend aux alentours de 10 000 €. Et c'est un produit qui n'a pas eu le temps d'aller en distribution, qui a déjà été acheté par le consommateur en pré-vente. Vous avez tout vendu en précommande? On a tout vendu en 15 jours. Et ça fait combien? 35-40 pièces ou un peu plus quand on dit on a tout vendu? Pour l'Europe, il y avait à peu près 1000 pièces en première production. Mais on pensait que ça ferait 2 mois, 2 mois et demi. Or, ça a été vendu en une semaine sur l'ensemble des pays. Donc on sent vraiment une appétence du consommateur pour le très haut de gamme et l'image d'ultra haute qualité. Mais c'est vraiment le consommateur qui achète ça, ou c'est de l'institutionnel aujourd'hui? On a du mal à faire la part des choses, bien sûr. Il y a une partie d'institutionnel, c'est sûr. Mais il y a les fans de téléviseurs qui n'hésitent pas à mettre 5 000, 10 000 € dans un produit d'exception. Elsa, sur Pana. Oui, une petite question sur la voiture, parce qu'on parle beaucoup de télé, mais on parle aussi de voiture. Il y a un repositionnement aussi de Panasonic comme équipementier avec des capteurs, et aussi des batteries, et l'importance de l'électrique, c'est aussi un axe de croissance important pour l'entreprise. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'énergie, ça représente globalement 20% du chiffre d'affaires du groupe, donc c'est très important. Donc c'est l'énergie dans la voiture, c'est l'énergie, on montre aussi des scooters pour pouvoir équiper les villes bientôt de scooters électriques en location. La marque, c'est Go. Je l'ai plus en tête. Et donc c'est rendre le scooter en libre service, au même titre qu'un vélo aujourd'hui, puisque les villes, bien entendu, vont réduire la place aux véhicules. Et d'un autre côté, on a un développement extrêmement fort sur la batterie. Donc on a un co-développement avec Tesla, une explosion, bien entendu, de la demande sur les voitures. Et l'usine est en construction, c'est ça, avec Tesla? Elle se termine au premier trimestre. Alors, usine, ça c'est un sujet intéressant. Une usine pour construire 500 000 batteries par an. C'est absolument 500 000 batteries et ça explose littéralement. C'est le nerf de la guerre, la batterie pour la voiture électrique, Alexandre. Bien sûr. Alors, et puis elle évolue, et elle évolue sans doute pas assez vite pour le consommateur qui attend toujours plus d'autonomie. Alors je ne sais pas si Panasonic va faire des annonces en ce sens bientôt, mais c'est vrai que
on voit au fur et à mesure des générations chez les constructeurs, il y a encore 3-4 ans, l'autonomie d'un VE, d'un véhicule électrique, c'était 100-120 km. Et puis aujourd'hui, on est en série, on arrive facilement à dépasser les 200, les 300. Mais c'est souvent en rajoutant beaucoup de batteries. Est-ce qu'on va arriver à des autonomies raisonnables avec aussi peu de batterie que pour faire 100 km? Alors c'est déjà le cas sur Tesla, puisque les batteries, ce sont des petites batteries comme des piles électriques qui sont réparties sur l'ensemble du châssis. Donc il n'y a plus de blocs batterie. Il y en a beaucoup. Mais on arrive à 450 km d'autonomie, ce qui est déjà énorme. Donc globalement, ça couvre 97% des trajets des utilisateurs de véhicules. Bon, on pense que très rapidement, on va arriver à 700 km. Et là, et le nerf de la guerre, ce sera aussi le temps de charge. Bien sûr. C'est ça qui va faire le succès de la voiture électrique. Et les constructeurs ici annoncent de plus en plus des temps de charge de 80% en une demi-heure, entre une demi-heure et une heure. Et effectivement, c'est là que se tourne la communication aujourd'hui. Bon, les batteries aussi se déclinent sur l'utilisation grand public, puisqu'on a vu l'explosion des boards électriques sur Noël pour les jeunes et teenagers. Donc c'est aussi une nouvelle façon de se développer dans la ville. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment exploser. Je reviens à la télé parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai pas eu mon compte là sur la télé. Cet écran à 10 000 €, d'accord. Et maintenant là, l'euro arrive, les Jeux Olympiques, qu'est-ce que Pana va proposer? L'extinction de la TNT, il y a quand même 5 millions de télé à renouveler en France. Oui, ou adapter. Complètement Non, allez, un petit adaptateur à 25 €, c'est toujours mieux qu'une télé à 10 000. Mais c'est sûr. On attend ne pousse pas à la consommation. On attend une belle année en télé. Et on l'attend depuis quelques années maintenant, parce que c'est un marché qui est difficile depuis 4-5 ans. Alors, bien entendu, le renouvellement du parc à cause de l'extinction de la TNT. On prévoit globalement 5 millions d'écrans à renouveler sur 2-3 ans, mais ça concernera plutôt des entrées de gamme et plutôt des produits d'équipement secondaire. Et puis on va directement au très très haut de gamme. Donc on parlait de l'OLED, mais moins cher. C'est pas qu'une technologie en fait. L'OLED ou le LCD, il y a une révolution aujourd'hui. Déjà, il y a la sortie du lecteur Blu-ray 4K. Donc c'était une promesse. Alors, chez vous, c'est pour quand? Chez nous, c'est pour avril. Donc vous sortez tous en même temps, en gros. On essaiera d'être une quinzaine de jours avant. À quel prix? Alors nous, on va aller sur un produit qui est plutôt premium, qui est un lecteur Blu-ray, mais qui fait aussi une platine son. Pour aller avec nos produits, donc on sera aux alentours de 800 €. Alors d'un côté, dans l'image, vous sortez de la 4K, et de l'autre, dans le son, une platine vinyle. On est dans les extrêmes. On est sur des petites tailles d'écran entrée de gamme et on passe directement au produit à 5 000, 10 000 €. Et puis c'est pareil sur le son. On est dans la high-res, donc dans la haute résolution du son, qui est en train d'exploser. Et en même temps, une explosion du vinyle, le retour du vinyle. Donc les jeunes s'intéressent à ça. Et c'est assez bluffant. Je ne vous laisserai pas partir sans savoir à combien j'aurai une télé Panasonic pour l'Euro 2016 ou pour les JO. Ça ira sur un écran de salon de 499 € en 4K à 10 000 €. Voilà. 499 € en 4K. En quelle taille? En 40 pouces. Pas en OLED évidemment. Ah non. OLED l'OLED, aux alentours de 8 000 €. D'accord. Merci beaucoup Eric Novelle d'être venu en direct de Las Vegas pour cette quotidienne du CES. Je salue d'ailleurs toutes les équipes de Watch TV, du Figaro.fr qui nous regardent, notamment Frédéric Picard qui est devant sa télé à Paris. On les embrasse. J'avais promis de lui passer un petit message. Je vous libère Eric. Merci d'être venu. À tous. Dans un instant, comme promis, Emmanuel Macron, invité exceptionnel ici de la quotidienne du CES depuis Las Vegas. Mais tout de suite, on va accueillir une nouvelle start-up emblématique de la French Tech ici à Vegas. 7Hugs avec sa télécommande intelligente. Universelle, exactement. Bonjour à Elsa. tous. Bonjour Stéphane Jobertou, vous êtes directeur général de 7Hugs. Alors tenez bien le micro proche de vous parce qu'il y a beaucoup d'ambiance comme vous l'avez remarqué. On va tout de suite la montrer cette télécommande. Je vais la tenir pour vous. Elle est toute petite, elle est extra plate et il n'y a pas de bouton. Non, il n'y a pas de bouton, c'est un écran tactile. Tenez bien le micro. C'est un écran tactile qui permet de contrôler facilement tous les objets dans la maison. Alors expliquez-nous le principe parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Aujourd'hui, on a plein d'objets connectés dans la maison. Ça devient de plus en plus complexe de tous les contrôler. Il faut soit une télécommande dédiée,
reçoit plein d'applications. Donc ça devient vraiment difficile. C'est pour ça qu'on a créé cette télécommande. On pointe les objets et automatiquement l'écran. Donc par exemple, si je pointe une Philips Hue, l'écran de la Philips Hue va apparaître. On voit votre vidéo là. Exactement. Vous pouvez nous expliquer? Je pointe la télé, automatiquement, l'écran va s'adapter et me proposer de contrôler la télé. L'écran de la télécommande. Exactement. Je pointe, par exemple, une lampe, l'écran s'adapte et je peux, en un bouton, contrôler la Il y a lumière. une ampoule intelligente. Une ampoule Exactement. Il connectée. faut que l'ampoule elle soit connectée. On va voir la même chose, pareil, sur un thermostat. Là, c'est un thermostat Nest, par exemple. Ouais. On a la température, on peut baisser, augmenter la température. Parce que vous n'êtes pour l'instant Vous êtes compatible qu'avec compatible. Nest. Hein. Oui, c'est ça. Mais Vous redonnez les marques avec lesquelles vous êtes donc compatible. aujourd'hui, on est compatible avec Philips Hue, avec Sonos, avec Next. On est en train de travailler avec eux et on est en train d'intégrer plein d'autres devices très facilement. En fait. Plein d'autres appareils. Appareil. Viva Las Vegas, mais viva. Alors moi, la il y a une France fonction aussi. que j'aime bien, c'est que vous êtes aussi compatible avec ma fenêtre pour me donner la météo. C'est ça, exactement. On peut associer des services virtuels, entre guillemets. Donc là, par exemple, si je pointe la fenêtre, je peux avoir la météo de Las Vegas. On peut imaginer plein Il y a d'autres pas de services. fenêtre ici, c'est dommage. Oui, bon. Sur le stand, on a mis un petit bout de papier qui représente une Alors fenêtre. ce qui est intéressant, c'est que dans l'idée, c'est effectivement très séduisant. La technologie derrière est assez bluffante aussi. Et comment ça fonctionne? Donc exactement, en fait, on fait de la géolocalisation indoor. Donc on a 3 appareils que l'on fournit avec la télécommande qui permet de géolocaliser la télécommande dans l'espace. Dans la télécommande, il y a des accéléromètres, gyroscopes et autres capteurs qui permettent en fait de savoir la direction de la télécommande. Et automatiquement, on va savoir que la télécommande pointe dans une certaine direction, à un certain endroit, et on associe le service associé. Et l'avantage du produit, c'est de redonner le contrôle des objets connectés à des gens qui n'ont pas de smartphone. Par exemple, Exactement. petits Par enfants. exemple, mes enfants, j'ai des Philips Hue à la maison, ils ne peuvent pas s'en servir. Là, ils vont enfin pouvoir s'en servir. Et en fait, c'est ultra simple. Il suffit de pointer un bouton. C'est très rapide, très intuitif, très naturel pour tout le monde. Expliquez-nous, en fait, là on le voit pas parce que la télé, c'est un proto ou elle marche celle-là? Celle-ci, c'est un mock-up, mais sur le stand, on a un prototype fonctionnel où on démontre l'utilisation avec la Philips Hue, avec le Sonos, avec les différentes ampoules. On l'a vu dans votre vidéo. En fait, l'écran s'adapte en fonction de l'objet vers lequel on pointe. C'est un écran tactile, multi-touch. Donc l'écran va changer automatiquement et donner les services associés à l'objet. Et ensuite, avec le doigt, on peut soit changer le contrôle. Ce que je trouve génial, c'est de vous être rappelé que la télécommande, à l'origine, on la pointe vers un appareil et que même avec les télécommandes à radiofréquence, on a gardé ce réflexe. C'est ça. D'avoir intégré ça. Oui, de chercher à viser Avant, on visait le récepteur. En fait, depuis l'arrivée des télévisions et de tous ces appareils qui fonctionnaient en infrarouge, les gens ont pris l'habitude de pointer les objets. C'est devenu un geste très naturel pour nous. Et donc, en fait, maintenant, tous les objets, en les pointant, on peut les contrôler en une fraction de seconde. Alors, et jusqu'à combien d'objets, enfin à terme, il n'y a pas de limitation technique. On peut intégrer autant d'objets que l'on souhaite, les ajouter les uns à côté des autres, au-dessus des autres, il n'y a aucune contrainte technique. Et jusqu'à combien de télécommandes dans une maison? Alors, on peut en avoir plusieurs. Idéalement, c'est une télécommande pour 2-3 pièces. À terme, on imagine une télécommande par pièce. En fait, on met la télécommande, elle se fixe sur le mur. Automatiquement, on appuie dessus pour éteindre, allumer toutes les lumières. Dès qu'on la prend en main, donc là, la fonction de pointage se met en route. Et en pointant les objets, on peut les contrôler et ensuite reposer la télécommande. On peut aussi la poser sur une table pour contrôler la télévision. Quelle est la phase d'apprentissage, d'appairage au tout début en fait? Alors la phase d'appairage est très simple également. Pour nous, c'est quelque chose de très important de rendre l'accessibilité à la technologie très simple. Donc en fait, vous sortez la télécommande, vous mettez vos 3 douilles ou 3 prises qui sont fournies avec la télécommande. Il y a une petite application qui vous permet de configurer le système. Il faut juste par exemple, rajouter son Sonos, ensuite prendre la télécommande, la mettre à côté du Sonos, appuyer sur un bouton et voilà, c'est fait. Automatiquement, la télécommande sait que quand on pointe cet endroit-là, le contrôle de Sonos apparaît. Et on a une idée du prix de l'objet magique? On a effectivement une idée du prix. Donc on va lancer les précommandes dans le premier trimestre, donc février ou mars, pour livrer au mois de septembre. On va fournir 3 appareils, donc soit des douilles connectées, soit des prises connectées avec la télécommande. L'ensemble, le starter, le kit complet, le kit de démarrage sera à moins de 200 €. Voilà. 7UX, ça fait 2-3 ans? 2 ans, on a été créé en janvier 2014. À l'époque, on était 4. Maintenant, on a un peu plus de 15 collaborateurs. Magnifique. Et on est basé à Paris. Expliquez-nous qu'est-ce que vous ressentez cette année, et sans doute de plus
que l'année dernière, qui avait déjà été une grosse année pour la French Tech? Nous, on y était déjà l'année dernière pour la French Tech. On avait présenté notre premier produit qui est un capteur de sommeil pour toute la famille. Là, il y a encore plus d'effervescence, on sent vraiment que la présence française elle est encore plus marquante et que le niveau d'innovation, c'est vraiment à l'Eureka Park et en particulier à la French Tech. Et bien justement, cette présence française, on va en parler dans un instant. Tout à l'heure, on accueillera un autre entrepreneur, Ilan Abeacera, qui est basé à New York maintenant, qui a créé Insensi. Il viendra nous raconter ce qu'est Illy. On terminera l'émission, Alexandre et Elsa, avec Sony. Mais tout de suite, comme promis, et dans un instant, on va accueillir le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron, sur Watch TV, Le Figaro.fr et JDN. Et comme promis, on a le très grand plaisir d'accueillir Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le ministre d'être ici sur le plateau commun de Watch TV, du Figaro.fr et du JDN. Vous êtes à Las Vegas pour quelques heures au CES. Première question, qu'est-ce qui a changé depuis votre visite il y a un an? La mobilisation française qui s'est encore accrue. On était déjà très présent l'année dernière. Ça a augmenté d'encore 50%. On a 193 entreprises au total qui sont ici, 127 startups. On est donc la première délégation non américaine. Et on a 10 fois plus d'entreprises que les Allemands, les Israéliens ou d'autres grandes nations technologiques, même les Britanniques. Donc on a une très forte mobilisation, ça c'est ce qui a changé. Et puis ce qu'on voit dans les allées ici, dans la délégation aussi qui m'accompagne, c'est combien cette économie va vite. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont disparu, qui étaient avec nous l'année dernière, et puis quelques autres qui se sont littéralement transformés, dont les chiffres d'affaires ont parfois été multipliés par 8 ou 10. Vous voyez, des Lillois qui ont cette caméra à 360 degrés. Gyroptique. Exactement, gyroptique qui concurrence GoPro. Formidable progression depuis un an, vraie transformation. Durst qui était là avec nous aussi l'année dernière, qui se mobilisent, sont en train de progresser, ils vont manufacturer dans quelques mois. Donc on voit la rapidité de cette transformation et en tout cas une ambition encore accrue, une volonté d'être là, de participer, parce que je crois que toutes et tous ont compris que pour réussir, il faut réussir à l'échelle mondiale dès le premier jour. Justement, il y a beaucoup de startups et est-ce qu'on manque pas un petit peu de grands groupes et d'ETI ici sur le CES? Et comment on fait pour que toutes ces startups, ça devienne un jour plus des jeunes pousses mais des grandes pousses? Alors d'abord, il y a des ETI, moi dans ma délégation, je suis venu avec plusieurs d'entre elles qui ont des liens. Le groupe Tuan était là ce matin, ils ont ce partenariat avec Fitme, c'est formidablement intelligent, productif et c'est justement de l'innovation dans le matériel médical. Le groupe Engie est à mes côtés, il y a aussi Orange, on a vu Legrand et ses partenariats avec des startups et avec La Poste. On est accompagné par... Donc La Poste, elle aussi, travaille de plus en plus avec ces dernières. Donc on a de manière croissante un travail entre ces startups, les grands groupes et les ETI. C'était une faiblesse française historiquement, c'était deux mondes qui ne se parlaient pas. Et je crois que les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes ont compris que les startups étaient la clé pour eux de la réussite de demain, c'est-à-dire de la rotation de leur modèle d'affaires parfois, de leur capacité à innover plus vite, à gagner de nouveaux marchés. Et ils sont en train de le comprendre à vitesse grand V, en investissant, en nouant des partenariats. Il y a encore une culture à changer. Et ça, c'est très important. Cette culture, c'est celle justement de respecter davantage le partenaire start-up, de le payer plus vite, de respecter ses conditions de financement. Ça paraît technique, c'est vital. Et puis, la clé, c'est en effet d'avoir des réussites plus rapides. C'est-à-dire d'avoir ces startups qui deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui des licornes. On en a 5 en France, on n'en avait pas il y a 2 ans. C'est encore trop peu. Et ça, c'est notre faiblesse. C'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup. Je porterai un projet qui va dans ce sens. C'est permettre d'innover, de financer beaucoup plus rapidement. Et là, l'accès au capital est fondamental. C'est une des raisons de ma présence. C'est-à-dire qu'il faut faire de ces startups des champions. Et ça peut se faire très très vite. Quand je vois les Sixfox ou les Blablacar, en 18 mois, on a des chiffres d'affaires qui s'envolent. Il faut qu'on aille encore plus vite là-dessus. Alexandre. L'an dernier, vous évoquiez ici la nécessité d'éduquer les entreprises du CAC 40 pour le financement des startups. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on a signé une charte d'innovation ouverte en fin d'année qui est un peu le résultat de cette année de travail où on a martelé, ça a été la deuxième saison de la French Tech, l'importance de ce travail, de ce lien.
Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Il y a une prise de conscience qui est très forte de la part des grands groupes. Donc pour moi, ça va de mieux en mieux. Partenariat industriel et commercial, des fusions-acquisitions. Pourquoi ? Parce que ça donne des sorties aussi aux investisseurs. Et si on veut faire venir des fonds de capital risque de manière massive ou en développer, il faut qu'ils aient une visibilité sur la sortie. Et la sortie, c'est de la cotation sur Euronext, Alternext, et c'est des acquisitions. Vous savez, aux États-Unis, c'est 80% par fusion-acquisition que ça se fait. Et ça se passe par les grands groupes et les ETI. Et donc, c'est en train de se développer. Maintenant, pour moi, le défi, il est d'aller plus loin, plus vite, de faire encore davantage dans l'amélioration de ce lien. Et puis surtout, on avait ce matin une discussion très intéressante avec des startups, des grands groupes et des entrepreneurs français qui ont réussi aux États-Unis. Et ce qu'ils m'ont tous expliqué, je n'avais pas saisi à ce point le caractère essentiel de cela, c'est que quand ils travaillent avec des grands groupes américains, ils sont payés beaucoup plus vite et ils sont plus respectés qu'avec des grands groupes français. Et est-ce qu'on va avoir un Small Business Act alors à la française? On l'a fait pour partie. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait le même fonctionnement qu'aux États-Unis. Donc on en a parlé 100 fois. Je pense que maintenant on a tout ça. Mais sur les délais de paiement, sur les besoins en fonds de roulement et sur l'innovation, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à rendre la réglementation encore plus stricte et à changer la culture des grands groupes. Il faut aussi comprendre que ces grands groupes, ils se sont structurés pendant des décennies dans certains secteurs dans la culture de l'achat. C'est-à-dire il fallait pressurer les marges partout pour préserver ses propres marges. C'est mortel pour des startups. Ouais. Et on a beaucoup, on le voit d'ailleurs, c'est un phénomène très intéressant. Et regardez-le de près. On est très bon en France dans le B2C, le business to consumer. Et on est beaucoup moins bon dans beaucoup d'autres pays, et en particulier les États-Unis, sur le B2B, le business to business. Pourquoi ? Parce que le B2B suppose de travailler avec les grands groupes. Et les grands groupes sont très durs avec les startups et encore trop durs. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse travailler et améliorer les choses. Monsieur le ministre, vous êtes le Premier ministre de l'économie à venir au CES. Vous êtes venu 2 fois en 2 ans. Est-ce que ça devient un rendez-vous incontournable de votre agenda? Et est-ce qu'il faut venir ici chaque année désormais? Écoutez, moi je considère que oui. Pour plusieurs raisons. La première, parce que je pense que ce travail de mobilisation, d'accompagnement, ça fait partie du travail d'un ministre de l'économie et du digital et de l'industrie. Et c'est nouveau. Oui, mais parce que c'est en train de changer la culture, et je pense que l'industrie classique a besoin de cette culture du risque, de cette transformation, et il faut à la fois dédramatiser l'échec et valoriser le succès. Et c'est pas, j'entendais certains de vos collègues qui disaient ça c'est bien français, et il va avec les startups pour se la raconter parce que les startups réussissent et il vient un peu prendre de cette auréole. Peut-être. Mais je viens surtout dire que c'est important pour le gouvernement français qu'il réussisse, qu'il soit là. Et c'est très français d'avoir des journalistes ou des politiques qui se posent cette question. C'est très très français. C'est du self-bashing. Oui. Alors moi je pense que le travail d'un politique, c'est de venir expliquer... On s'autoflagelle. Mais oui, mais c'est de venir expliquer que c'est formidable. Je l'ai dit hier, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi pour être là. Et mais le fait que je sois là en attire encore plus et montre que c'est important. La deuxième chose, c'est que beaucoup des interlocuteurs de ces startups, grands groupes américains, les organisateurs, Gary Shapiro, on n'arrête pas de me poser des questions là-dessus, les investisseurs, quand ils voient une start-up française, ils disent vous êtes super, mais c'est impossible de faire du business en France. Mon rôle, c'est la pédagogie de ce qu'on fait. Et ça, c'est formidablement important. Et le troisième, c'est attirer les grands groupes, les investisseurs à venir du coup investir en France en leur expliquant nous sommes pro-business, nous avons maintenant un cadre où on a réduit le coût de l'échec, donc venez investir. Venez développer vos activités et surtout venez regarder les opportunités d'investissement qu'on a en France. Monsieur le ministre, hier soir, vous participiez à cette grande fête de la French Tech. Juste avant votre arrivée, vous l'avez raté parce que c'était avant que vous sortiez de l'avion. Tous les fondateurs des startups françaises ont participé à une gigantesque photo de famille. Les images, les voici. C'était donc juste avant que vous pénétriez dans ce grand hôtel qui est sur le Strip ici à Las Vegas. Une photo assez historique où tous les fondateurs des startups de la French Tech ont tenu ces pancartes qui affirment « We are la French Tech, nous sommes là ». Et effectivement, 190 entreprises au CES 2016. On sentait le plaisir d'être ensemble aussi. Et de toute évidence, ce rendez-vous de Las Vegas sert aussi
finalement à se retrouver. C'est peut-être plus facile de se retrouver à 8000 km de la France qu'à le faire dans l'Hexagone parce que tout le monde a des activités séparées. Monsieur le ministre, vous ne passez que quelques heures ici au CES. Dans quelques heures, vous serez dans la Silicon Valley. Quel est le message que vous comptez faire passer aux grands patrons des grandes entreprises au sud de San Francisco? Écoutez, moi je vais rencontrer donc une série de dirigeants de grands groupes, de start-up qui sont déjà d'ailleurs des licornes et d'investisseurs. Le message sera le même. D'abord, moi je veux comprendre un peu comment l'innovation se fait, s'accélère dans la vallée et je vais aussi rencontrer surtout des entrepreneurs et des chercheurs qui font cette innovation. Et puis je vais passer un message très clair sur la France, sur notre engagement à réformer le pays, à continuer à le moderniser, à rendre plus simple justement l'entrepreneuriat, l'investissement et donc à les inciter à investir davantage sur notre territoire et dans nos entreprises. Et vous sentez l'image de la France changer? Bon, il y a John Chambers qui vous a fait la plus belle page de pub de votre histoire, mais est-ce que, à part Chambers, vous sentez vraiment cette image de la France changer auprès des Américains? Je crois que l'image de la France change beaucoup. Vous parliez de Chambers qui a en effet dit que France is the next big thing. Gary Shapiro, qui il y a encore quelques années écrivait des articles très durs sur la France, il y a quelques semaines a écrit, je crois, un très bel article dans le Huffington Post. Tous ces patrons sont en train de changer. Je crois que d'abord, en termes numériques, la mobilisation française, la présence française ici, elle est très forte et elle change ce regard. Beaucoup investissent et donc découvrent les entrepreneurs français et ce qu'est la France. Et tout ce qu'on explique, tout ce qu'on fait et ce qu'on explique, et le fait que je sois là aussi pour montrer cette mobilisation et l'expliquer, change progressivement ce regard. Mais il faut continuer. C'est une bataille de tous les jours parce que les a priori sont forts. Le clin d'œil de fin, Alexandre. Oui, j'ai voulu jouer ça hier au casino et on me l'a refusé. Voilà, c'est le jeton casino de la French Tech, monsieur le ministre. Eh bien, vous avez eu raison. Et vous avez beaucoup de chance qu'ils vous l'aient refusé parce que vous auriez gaspillé un jeton qui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, vaudra encore beaucoup plus. Donc le ministère de l'économie et des finances a frappé un jeton de casino. Je trouvais que c'était pas banal. Il est frappé, c'est un beau symbole quand on est à Las Vegas, mais il n'est pas fait pour être mis dans les machines à sous. Il est là comme le symbole de cette vitalité qui prend chaque année encore plus de valeur. Donc gardez-le précieusement parce qu'il vaudra beaucoup dans 10 ans. J'en suis sûr. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir participé à cette émission ici à Las Vegas et bon voyage dans la Silicon Valley. À très bientôt sur Watch TV, sur lefigaro.fr ou sur le Journal du Net. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Voilà, Emmanuel Macron, interview enregistrée il y a quelques heures, juste avant son départ de Las Vegas. Elsa, le ministre devait rencontrer Tim Cook, le patron d'Apple. Ça n'a pas eu lieu, pourquoi ? Ça n'a pas eu lieu parce que Tim Cook a été convoqué avec d'autres grands patrons de la tech par Obama, donc fatalement... Au dernier moment. Au dernier moment, pour discuter de la façon dont les géants des technologies pourraient organiser une riposte à la montée du terrorisme. Alors sur cette affaire, on pourrait presque dire bravo la France, parce qu'il y a un mois et demi de cela, sous l'impulsion de Paris & Co et de la mairie de Paris, il y a une initiative similaire qui a été prise en France avec le lancement d'un hackathon qui doit se tenir dans les jours qui viennent avec les sociétés technologiques françaises pour lesquelles se mobilisent et qu'elles apportent aussi des réponses face à la montée du terrorisme. Donc les Américains nous ont copiés et ils nous ont piqué Tim Cook aussi. On accueille sur le plateau de Watch TV, du Figaro.fr et du JDN ici à Las Vegas un autre de ces Français qui fait partie de la French Tech, Ilan Abeacera. Bonjour Ilan. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Visage connu de Watch TV puisque tu as longtemps participé à l'une de nos émissions sur les startups avec Bertrand Lenôtre, qu'on embrasse d'ailleurs. Tu es désormais basé à New York. Alors avant de parler de Illy, on va rester sur Emmanuel Macron parce que on se tutoie, on se connaît depuis trop longtemps pour se voyer. Tu as participé à un petit déjeuner, à un moment assez intéressant avec le ministre justement. Comment ça s'est passé et quel était l'objet ? Alors en fait, ils voulaient rencontrer des membres de la French Tech à l'étranger. Alors la French Tech, ils ont commencé à créer des hubs dans quelques villes, New York en particulier. Et donc ça rassemble les entrepreneurs français qui sont basés dans d'autres pays. Et ça l'intéressait de débattre avec nous des programmes, des projets qu'on pourrait développer à l'extérieur de la France pour les entrepreneurs français, donc comme nous, basés à New York par exemple. Donc c'était un petit déjeuner qui a duré quasiment 2 heures.
où on a échangé nos idées, les problématiques ou non. Quelle impression tu en as gardé, à la fois sur le fond et aussi par rapport à l'homme que tu rencontrais pour la première fois, j'imagine? L'homme, je pense qu'on ne peut qu'être séduit. C'est une personne dynamique, qui a l'expérience du milieu des affaires, donc forcément il comprend ce qu'on lui dit. On a partagé quelques idées. En l'occurrence, j'ai posé une question autour des investissements de la BPI, justement dans des sociétés qui ne sont pas françaises mais qui ont des entrepreneurs français. C'est le genre de choses qu'on était intéressé de discuter avec lui. On va préciser que tu as travaillé sur un projet qui s'appelait Jive, qui était c'était quoi? C'était une sorte d'organiseur. Alors ma première société à New York s'appelait Productive, rachetée par Jive. Voilà, exactement. Et donc on était aussi basé à New York. On est parti habiter à Palo Alto pendant 2 ans. C'est à ce moment-là qu'on était. Tu es devenu business angel toi aussi. Tu investis dans des jeunes pousses. Et tu es donc à l'origine de Insensi, la société qui présente Illy. Alors Illy, qu'est-ce que c'est? Alors Illy, c'est un nouveau type de téléphone de maison pour les familles. Donc le problème auquel on essaye de s'adresser est simple. Donc oui, bien sûr. Alors, oui, ça c'est le combiné. Voilà. Là, ça ressemble plus. Le combiné est tombé sur une. Donc en fait, l'idée est très simple, c'est que moi mes enfants ont 3, 6 et 8 ans. Et à chaque fois que je voyage, j'ai du mal à leur parler. Tout simplement parce qu'on n'a pas de téléphone fixe à la maison. Ma femme travaille, donc elle n'est pas là pour nous connecter sur FaceTime. Et mes parents qui habitent à Paris voient mes enfants sur FaceTime 1 fois par mois en moyenne, pas plus. Juste parce que ma femme et moi devons être là pour les connecter avec nos iPhones, avec nos iPads, etc. Donc là, c'est très simple. Avec Illy, on a toute la famille sur l'écran principal. On le voit là d'ailleurs. Voilà, on le voit ici à l'écran. Et puis les enfants vont pouvoir l'utiliser eux-mêmes, appuyer sur la photo de mamie, de papa, de maman quand ils sont pas là, et pouvoir démarrer un vidéo chat ou envoyer un petit dessin, envoyer un vidéo message, un text message, etc. Ça paraît tellement évident, on est étonné que ça n'existait pas avant. Alors c'est un marché qui est en train de naître, clairement. Ça existe du côté applicatif avec des FaceTime, des Skype, etc. On a plein de solutions aujourd'hui pour communiquer. Sur un smartphone. Sur un smartphone, sur des iPads. Et on part du principe que les enfants ont tout le temps accès à ces devices, ce qui n'est pas vrai. Donc c'est pour ça que nous, on voulait créer un device. C'est bien aussi pour les personnes âgées qui n'ont toujours pas compris comment fonctionne un smartphone. Ce qui exactement, et il y en a plus qu'on croit en fait. C'est vrai qu'ici, le feedback qu'on a à CES, c'est parfait pour ma grand-mère, c'est parfait pour ma maman, qui a une connexion Internet, mais qui a du mal avec les ordinateurs portables et iPhone. Vous en êtes où de la commercialisation de Illy? On commence à commercialiser dans 3 mois. Donc là, ce que vous voyez ici, on a ramené carrément des appareils qui sortent de la ligne de production de notre usine en Chine. Donc on avance assez vite. Le logiciel qui est à l'intérieur et les apps qui vont avec, ce qu'on peut appeler d'un Illy vers un iPhone, d'un Illy vers un iPad, etc. C'est évidemment pas obligatoire d'avoir le device chez soi. C'est que iOS ou... Ouais. Non, c'est iOS, c'est Android et c'est tablette. Mais et ça coûte combien? Alors ça va... On va vendre en France à 149 €. Ah ouais, ce qui n'est pas du tout excessif. La qualité de l'écran notamment, je suis impressionné. Alors l'écran, c'est l'écran de l'iPad mini 2. Donc c'est exactement le même écran qu'on achète. Et donc pour être sûr, on peut appeler un numéro normal avec Illy ou c'est uniquement de smartphone à tablette ou... Non, c'est une des fonctionnalités un peu cachées d'Illy qui remplace en fait... voilà, on va pas forcément le voir, mais on a des câbles. Et l'un des câbles est un câble de téléphone fixe. Donc, ça allait être ma prochaine question. C'est quand il est chez soi, il est posé à un endroit, il est donc pas mobile dans la maison. C'est volontairement pas mobile pour qu'il soit tout le temps connecté, tout le temps joignable et connecté. Qu'on n'ait pas besoin de le recharger. Vous êtes en train de réinventer le téléphone fixe. Exactement. C'est exactement ça. Et ben on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la sortie avec effective de Illy sur Watch TV. Merci beaucoup Ilan d'être passé dans cette quotidienne en direct de Las Vegas. Le CES 2016 suite et bientôt fin de cette 3e émission. Ilan, je vais te laisser repartir avec Illy et on va accueillir à ta place l'un des représentants de Sony ici au CES 2016. On va demander à Patrick Moncet de venir nous retrouver. Sony, c'est l'une des grandes marques de l'électronique grand public. On a déjà reçu Samsung, on a reçu LG, on a reçu Panasonic avec Eric Neville en début d'émission. Et Patrick Moncet, donc Sony France. Bonjour Patrick, installez-vous et prenez le micro. Merci, de Watch TV. Bonjour, bienvenue. Alexandre Lenoir, Watch TV, Elsa Bambaron, Le Figaro. Bonjour. Et Patrick Moncet pour Sony.
On va tout de suite attaquer sur le domaine de la télé. Patrick, c'est votre spécialité. On va voir d'ailleurs les images de cet écran que vous avez présenté ici il y a quelques heures. Alors c'est évidemment un écran 4K, mais un écran 4K HDR, c'est la technologie dont tout le monde parle. Effectivement, beaucoup de nouveautés cette année encore au CES, et notamment dans le domaine de la télévision, avec un nouveau standard qui arrive sur le marché qui s'appelle le 4K HDR. Donc qu'est-ce que le 4K HDR? Ça permet tout simplement d'obtenir des images beaucoup plus contrastées, beaucoup plus brillantes, et d'avoir un rendu sur sa télévision beaucoup plus proche encore de la réalité, d'avoir vraiment une télévision qui donne l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde. L'année démarre doucement, mais les Jeux Olympiques à Rio arrivent, l'Euro 2016. On sait qu'on sort, n'est-ce pas Elsa, d'une période un peu sinistrée pour les fabricants d'écrans. Est-ce que vous avez de nouveaux espoirs pour cette année 2016? Effectivement, 2016 devrait être une très bonne année pour la télévision, quelles que soient les marques, notamment avec différents phénomènes qui vont booster le marché en 2016. Le premier étant le switch-off. Donc on parle du switch-off, c'est-à-dire le changement de normes au niveau de la TNT qui va avoir lieu le 6 avril et qui va devoir, je dirais, pour certains consommateurs, acheter des adaptateurs ou changer leur télévision. Vient après l'Euro 2016 au mois de juin, et enfin cet été au mois d'août les Jeux Olympiques. Donc tout ça sont des opportunités pour certains consommateurs de se faire plaisir et de s'équiper d'une télévision de plus grande taille. Comme les autres constructeurs, alors vous attendez à ce que pour la première fois depuis le 2011 le marché, les ventes de télé en France repassent dans le positif, que ça arrête de baisser à la fois en valeur et en volume? Effectivement, on s'attend une hausse importante l'année prochaine du marché, une hausse autour de 10% en volume et aussi une hausse en valeur du marché de la télévision. Et depuis 4-5 ans, le marché de la télévision était plutôt en décroissance parce que les consommateurs s'étaient équipés d'écrans plats, et aujourd'hui on est plutôt sur un marché de renouvellement, mais avec ces opportunités en 2016 et ces événements sportifs, le marché du renouvellement devrait être boosté une fois de plus. L'écran qu'on a vu, c'est votre premier écran 4K HDR? Alors ce n'est pas le premier, on avait déjà des écrans cette année qui étaient HDR via des mises à jour. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que c'est une nouvelle technologie de dalle qui a été intégrée à cet écran qui permet d'avoir cette qualité d'image HDR dans un écran extrêmement fin, puisqu'il fait 1 cm d'épaisseur dans sa partie au niveau de la dalle. D'accord. Mais on arrive quand même sur des télés qui lavent plus blanc que blanc là, parce qu'on a eu des qualités d'image de mieux en mieux, et là on a des rouges plus rouges que rouges, des noirs plus noirs que noirs. Enfin c'est. Alors plus rouge que rouge, plus noir que noir, je ne pense pas. On est en quelle technologie de dalle là, sur cet écran? On est sur des technologies LED. Aujourd'hui, Sony reste encore sur une technologie LED, parce qu'on estime que la LED, l'écran LED et l'écran LCD a encore énormément de progrès à faire. C'est ce qu'on montre aujourd'hui sur le stand, avec une télévision qui permet pour la première fois d'être ébloui devant son écran de téléviseur. C'est-à-dire qu'on a une telle luminosité devant la dalle que quand on a un reflet du soleil sur une surface vitrée ou sur une surface d'eau, on est limite gêné par la luminosité de la dalle, ce qui peut arriver aujourd'hui à l'extérieur, dans le monde réel. Donc on arrive à avoir ce réalisme et à recréer ce réalisme aujourd'hui grâce à la technologie LCD, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec les autres technologies présentes sur le marché. Alors la 4K est évidemment un standard qui s'est imposé, qui est en train de s'imposer, de se généraliser. L'un des soucis pour le grand public, c'est la captation. Alors on peut certes faire de la 4K avec des smartphones, mais n'est-ce pas Elsa? Tu me prends mes arguments là, c'est dégueulasse. Mais on peut aussi faire de la 4K avec des caméscopes, et chaque année ici au CES, Sony présente un caméscope 4K. En gros, vous divisez le prix par 2 tous les ans. On a démarré à 2 000 € il y a 2 ans, on était à 1 000 l'an dernier. Et cette année, celui-ci sera à combien, Patrick? Alors celui-ci sera toujours autour des 1 000 €, un petit peu en dessous de 1 000 €. Donc dommage. on ne divise Mais plus il le aura prix. plus de pixels. Par contre, il n'y aura pas plus de pixels. Par contre, on a une stabilisation d'image beaucoup plus performante. On a diminué la taille, diminué le poids, donc on a rendu l'objet beaucoup plus compact pour que le produit soit encore plus nomade et qu'on puisse faire des prises d'image dans des conditions encore plus, je dirais, extrêmes que ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de la 4K. Ça marche comment le marché du caméscope? Parce que aujourd'hui, comme le soulignait Benjamin, tout le monde a un smartphone ou une GoPro, une Action Cam. Comment ça se passe, ça se porte le marché du caméscope? Alors le marché du caméscope depuis quelques années est en décroissance forcément, comme vous l'avez dit, qui est concurrencé à la fois par le smartphone, par les appareils photo qui font aujourd'hui des vidéos de qualité de plus en plus, je dirais, performante. Par contre, un segment du marché du caméscope reste en progression, c'est le marché du caméscope plutôt haut de gamme. Donc justement, ce marché du caméscope de la 4K, du marché du caméscope où la prise de vue est extrêmement qualitative, aussi avec des stabilisations d'optique de plus en plus performantes. Donc ce marché semi-professionnel, ou en tout cas grand public, haut de gamme du caméscope, lui, est toujours en croissance avec justement toutes ces nouveautés qu'on sort régulièrement tous les ans. Avant de se quitter, Patrick, je voudrais qu'on voit juste un dernier de vos produits. C'est une platine vinyle
Alors ça semble un petit peu rétrograde. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même un très très gros démarrage du vinyle à travers le monde. Et cette platine, elle a une particularité, c'est qu'elle permet de numériser ces bonnes vieilles galettes en qualité haute résolution numérique audio. Tout à fait. Là, on rejoint les deux extrêmes. Tout à fait. Une fois de plus, on montre énormément de nouveautés autour de l'ARS. On a parlé de la qualité d'image qui s'améliore de plus en plus avec les nouveaux standards. La même chose arrive dans le domaine du son, où depuis 10-15 ans, le MP3 avait aujourd'hui dominé le marché de l'audio. Et le MP3 a quand même des défauts en termes de qualité de son. Et de nombreux audiophiles cherchent à obtenir un son de bien meilleure qualité, que ce soit dans leur salon ou en mouvement, en déplacement, avec des baladeurs, avec des casques, en ayant de nouveaux produits. Aujourd'hui, avec ce label ARS que Sony utilise sur toute une partie de sa gamme de produits, on revient effectivement avec un son très qualitatif, à la fois sur des baladeurs, sur des casques, sur des enceintes sans fil, avec des produits qui ont ce label ARS qui permet d'avoir une reconnaissance de qualité. Et pour la première fois sur le CES, on montre une platine vinyle qui est capable de numériser toute sa collection de disques vinyles et de la récupérer dans cette collection ARS, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer sur un fichier numérique toutes les petites imperfections, tous les petits grésillements qui font le charme du vinyle et qui intéressent aujourd'hui. La chaleur du vinyle. Quel est l'intérêt ? Parce que justement, les gens qui veulent le charme du vinyle, ils veulent le charme du vinyle, et là vous leur dites on va numériser, mais un amoureux de vinyle, il va sur le vinyle, il veut pas le numériser. On va avoir des scratchs haute résolution, c'est ça ? On aura des scratchs haute résolution, effectivement, parce qu'aujourd'hui nos vinyles c'est très bien dans le salon, mais dès qu'on est en déplacement, dès qu'on est à l'extérieur, on ne va pas se promener avec une platine vinyle sous les bras. Donc ça permet de numériser toute sa collection de disques vinyles et de ne pas l'écouter uniquement dans son salon, mais de l'écouter à l'extérieur ou n'importe où qu'on se trouve, en numérisant ces disques-là et en les stockant dans un lecteur adapté Walkman haute résolution et équipé d'un casque cette technologie. Donc la différence, c'est que le vinyle, le confort du vinyle et je dirais la qualité du vinyle qu'on avait dans le salon, on va pour la première fois le retrouver en dehors du salon. D'ailleurs, effectivement, il y a une technologie assez complexe autour du bras qu'on a vu ensemble, Elsa. Il y a un système de contrepoids qui permet d'appliquer exactement la bonne pression sur le disque pour en tirer. Et la qualité du diamant toutes les sens. La qualité du diamant. La qualité du diamant, effectivement. Ça va contribuer au prix d'ailleurs de 500 €, je crois. Alors ça reste quand même un prix abordable. Aujourd'hui, les platines vinyles, on en voit à 2500, 3000 € à des prix encore beaucoup plus élevés. Mais effectivement, en plus de pouvoir numériser pour la première fois le contenu audio en contenu numérique de très haute qualité, ça reste une platine vinyle classique de très bonne qualité par sa construction, avec un châssis anti-vibration, avec effectivement une qualité des composants qui a été extrêmement travaillée pour proposer un contenu aussi en analogique qu'on l'a relié à son ampli de très bonne qualité. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Patrick Moncey, la French Tech, elle vous fait pas trop d'ombre, vous êtes devant le petit drapeau avec le coq rouge. Vous n'êtes pas trop jaloux de leur succès ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est effectivement des opportunités aussi pour nous de trouver des partenaires ici au CES pour pouvoir ensemble développer des choses et avoir une synergie commune pour lancer des nouveaux services, de nouveaux concepts. On a aussi des choses à apporter, des choses à apprendre. Donc ici, on a aussi des partenaires que l'on retrouve sur la French Tech pour pouvoir continuer à développer notre business et leur business et apporter des nouveautés aux consommateurs. Ça veut dire que vous profitez aussi de ce salon ici à Las Vegas pour aller à la rencontre des toutes petites boîtes qui peuvent vous faire gagner du temps notamment ? Effectivement, des sociétés, mais aussi des développeurs de services aussi qui ont du contenu et sur lequel on peut trouver, nous, en proposant le produit et eux le contenu, trouver des synergies pour proposer de façon plus conviviale, de façon de plus simple, tout un tas de services auprès des consommateurs. Merci beaucoup Patrick Moncey d'avoir participé à cette quotidienne en direct du CES. Merci Elsa. Et bonne fin de salon. Merci Benjamin. Et bonjour Fred Picard. Et bonjour Fred Picard, exactement. Merci Alexandre Lenoir qu'on retrouve évidemment sur l'antenne de Watch TV dans le garage avec Driss Abdi. Un petit aperçu du programme de demain, Alex. Programme qui est encore en construction. Entre autres, oui, programme encore en construction parce qu'on n'a pas tout vu et donc on se réserve la possibilité de voir d'autres choses et d'inviter d'autres personnes. Helium Studio sera avec nous, Plush également, Audio Technica, fabricant de matériel audio japonais, et puis France Craft, cette start-up de l'automobile française qui propose de l'automobile en kit adapté à des usages très différents et c'est assez bluffant, vous allez voir ça. C'est assez étonnant et donc ne ratez pas ce rendez-vous demain 22h en direct, 22h heure française pour la 4e et dernière quotidienne du CES 2016. Merci à toute l'équipe ici de Watch TV à Las Vegas. Bonne soirée à Paris et rendez-vous demain 22h. Salut!